Faire de la sociologie de la famille, c'est aussi s'intéresser au rapport homme-femme. On va parler ici surtout des femmes québécoises et indirectement des hommes. On va essayer de se demander, est-ce que ce ne seraient pas les femmes les plus émancipées de la Terre? Une affirmation qu'il va évidemment falloir démontrer. Alors traditionnellement, quand on fait une affirmation comme celle-là, on utilise ce qu'on appelle des indicateurs, c'est-à-dire des preuves, le plus souvent statistiques, des indicateurs standards. Par exemple, un classique, c'est de comparer les taux de scolarisation des femmes selon les sociétés, plus scolarisées, moins scolarisées. On peut aussi regarder, par exemple, le pourcentage des femmes chefs d'entreprise, députés, ministres, pour essayer de considérer la place des femmes dans les lieux de pouvoir. On pourrait aussi, plus généralement, parler du taux de pénétration du marché du travail dans les secteurs traditionnellement féminins ou autres secteurs, des femmes, des employés à temps plein ou pas. Ici, je vous propose des preuves différentes, ce qu'on va appeler entre nous des indicateurs cachés. On va utiliser des phénomènes spécifiques au Québec qui le distinguent des autres sociétés du monde occidental développé. Ces phénomènes révèlent directement ou indirectement la position des femmes dans notre société, les espaces de pouvoir dans la sphère privée qui ont aussi des résonances dans la sphère publique. Nous parlerons donc de l'union libre, la vasectomie, la garde partagée, le congé parental des pères et même des points airlous. Commençons par l'union libre. Alors, l'union libre, c'est le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sans être unis par les liens du mariage. Dans la société traditionnelle et moderne, l'institution du mariage est la socle de la famille. Une infime minorité des couples vivent ensemble sans la reconnaissance de l'Église ou de l'État. Au Québec, plus que partout ailleurs, les hommes et les femmes choisissent de s'unir et même de faire des enfants sans la protection du contrat de mariage. Vous avez ici un article que je vous invite à lire par la suite. Les liens seront dans le document. Un reportage de Radio-Canada aussi sur du Québec en termes d'union libre. On dit que normalement, un contrat, comme le contrat de mariage, permet de protéger le plus faible, le moins avantagé. Or, traditionnellement, et encore dans bien des sociétés, le mariage protège les épouses. On a, par exemple, dans l'histoire du Québec, l'histoire toute récente du Québec, un bel exemple de cette différence entre le Québec et plusieurs autres sociétés, dans le cas Lola. Lola qui a fait la manchette en portant son cas jusqu'en Cour suprême. Il faut bien comprendre que Lola, dans l'histoire, est originaire du Brésil, alors qu'Éric est né au Québec. Dans l'article qui suit, on raconte tout à fait dans les détails les pérégrinations de Lola et d'Éric et tout le débat sur la reconnaissance du statut d'une femme qui vit en union libre par rapport à une femme mariée. Maintenant, la vasectomie. Vasectomie, je vous rappelle, c'est la stérilisation volontaire des hommes qui prennent ainsi en charge de manière définitive la contraception dans le couple. La maternité, la fécondité, la contraception dans la société traditionnelle et même moderne, ça a toujours été pris en charge par les femmes, et même souvent sans discussion ou partage des responsabilités avec les hommes, avec les pères. Depuis quelques décennies, un nombre significatif de pères québécois s'impliquent dans la vie contraceptive du couple en se faisant vasectomiser. Cette pratique contraceptive est beaucoup plus présente au Québec qu'ailleurs. Encore une fois, deux articles qui viennent illustrer, comparer, documenter la différence entre le Québec et d'autres sociétés sur cette question de la contraception masculine. La garde partagée. Après la séparation, le fait pour un homme, pour le père et la mère d'établir un mode de garde, de partage de la garde des enfants plus près de l'égalité, bien que partager ne veut pas dire synonyme, n'est pas synonyme d'égalité, on utilise cette expression pour parler d'un partage plus égalitaire des responsabilités parentales après la séparation. Dans les familles traditionnelles ou modernes, il y a peu de séparation et dans le cas où ça se passe, c'est presque exclusivement les mères qui ont la garde des enfants. Vous avez ici l'explication. On va s'intéresser maintenant au phénomène de la garde partagée, un phénomène qu'on va commencer par qualifier de modèle de vie familiale postmoderne. En fonction des types dont on a parlé dans l'histoire de la famille,
Ce modèle de garde partagée correspond tout à fait à ce qu'on a appelé la famille postmoderne. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, il faut toujours définir ce dont on parle. Alors, au Québec, l'expression consacrée, c'est garde partagée, mais il faut savoir qu'ailleurs, dans la francophonie, on peut utiliser l'expression garde conjointe ou résidence alternée. Et ça qualifie, dans le fond, la situation des couples qui, une fois divorcés, décident de partager la garde de l'enfant dans des périodes de durée à peu près égales. Quand on dit partager, on ne réfère pas nécessairement à l'égalité, mais au moins à l'engagement, d'une espèce d'alternance entre le père et la mère. Et ce mode, on l'explique clairement, vient se substituer au mode traditionnel ou au mode qui a prévalu le plus souvent jusqu'à maintenant, où on confie la garde à la mère, le plus souvent, avec des droits de visite ou des séjours de courte durée, soit le week-end ou pendant les vacances scolaires chez l'autre parent, la plupart du temps le père. Alors, si on essaie de se faire un petit portrait statistique de cette réalité-là, essayer de la saisir, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas évident. Pour appréhender cette réalité-là, on va se servir des indices légaux, c'est-à-dire les ordonnances de cours après les séparations ou les divorces, ou les indices fiscaux, c'est-à-dire les déclarations à l'impôt des gens qui nous permettent de déduire leur situation. Par exemple, on va partager les allocations familiales et ça va nous permettre de savoir exactement la réalité. C'est un modèle qui, on l'a dit tout à l'heure, est en progression. Donc, entre 1998 et 2008, les ordonnances de cours en faveur de la garde partagée sont passées de 8 à 20 plus du double. Et on peut dire qu'en 2016, on est autour de 26 Donc, encore en progression et la tendance est nettement à la hausse. On ne peut pas dire par contre que c'est la norme, même si dans certains milieux, on a l'impression que tout le monde fait la garde partagée. C'est vraiment pas la norme parce qu'en encore plus de 60% des cas de divorce, on confie la garde de l'enfant ou des enfants à la mère de façon exclusive. Et si on se compare, ben, on peut dire que le Québec, si on a des données de 2009, le Québec, par rapport au Canada, où il y aurait seulement 10%, ou la France, où il y a 15%, alors qu'au Québec, on est plus de 20% de personnes qui pratiquent la garde partagée, ben, nettement, le Québec est plus favorable à ce mode de garde que la plupart des autres sociétés occidentales. On sait que c'est une pratique qui est vraiment singulière au Québec. Alors pourquoi on qualifie ce modèle de postmoderne? D'abord, c'est une conséquence de la plus grande fragilité des unions. Alors, s'il y a plus de garde partagée, c'est qu'il y a aussi plus de séparation. Et on sait que par des statistiques que l'union de fait est la séparation est plus facile pour les gens en union de fait. Donc, c'est le fait de beaucoup de couples québécois qui ne se marient pas et qui, après la séparation, pratiquent la garde partagée. Donc, c'est tout à fait postmoderne. Ensuite, c'est un modèle qui nécessite et encourage un investissement. Là, on a mis entre parenthèses égal ou pas, parce qu'on a dit que ce n'est pas forcément égal des deux parents. Dans plusieurs cas, on peut dire que les hommes se retrouvent plus engagés dans plusieurs des tâches et responsabilités qu'avant la séparation. Donc, ça renvoie à la délicate question du partage des tâches dans les couples et nécessairement, la garde partagée va imposer un partage un peu plus égalitaire des responsabilités vis-à-vis le ou les enfants. C'est un modèle qui permet, dans plusieurs cas, aux parents d'avoir à la fois du temps parental et du temps personnel. Dans le modèle postmoderne, on réfère beaucoup à ce besoin de temps pour soi, à cette recherche de l'équilibre et de l'épanouissement personnel, et ça doit être dans ce modèle-là combiné au temps parental. On utilise aussi beaucoup dans l'environnement légal de cette réalité-là l'expression le meilleur environnement de l'enfant, le meilleur intérêt de l'enfant, et ça sert un peu de point de référence par rapport à la garde partagée. Je vous invite à lire, à regarder cet article qui s'intitule La garde partagée, c'est le meilleur des deux mondes. Une jeune mère qui expose clairement les avantages de la garde partagée. Alors, on va vous inviter à lire cet article-là. Alors, justement,
Au Québec, la garde partagée, dans le discours, s'est présentée comme un espèce de modèle idéal. Un sondage d'opinion réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1200 Québécois indiquait que la garde partagée pour des enfants de plus de 3 ans, c'est considéré comme la meilleure modalité de garde après une séparation. Et peut-être la meilleure des issues pour beaucoup de Québécois. Ce mode de partage du temps parental concrétise en effet les valeurs d'équité, de complémentarité, des rôles parentaux et de continuité de l'histoire familiale et de la relation coparentale après la séparation. Par contre, il faut noter les résistances de certains pédopsychiatres face à ce mode de garde pour les jeunes enfants. Alors, si pour les très jeunes enfants, il y a un consensus là, que beaucoup de gens sont réfractaires à la garde partagée pour les enfants de moins de 3 ans, pour les jeunes enfants d'âge préscolaire, il y a encore des... Les congés de paternité, les congés parentaux. À la suite d'une naissance, l'État accorde un congé à la mère ou au père. Dans le programme québécois du RQAP, il existe un congé dit parental qui peut être pris par le père ou la mère. Dans la famille traditionnelle et moderne, les enfants, surtout dans les premières années, c'est l'affaire des femmes. Quand l'État, dans les années 70, crée les congés de maternité, évidemment, ça s'adresse exclusivement aux mères. Avec l'expression congé parental, on introduit l'idée que le père peut profiter des conditions du programme. Quelques données, éléments d'analyse et témoignages dans ce reportage de Radio-Canada que je vous invite à écouter, un reportage audio. Non, pas tabarnouche, le samedi soir, quand je regarde la télévision, je travaille assez toute la semaine, laisse-moi tranquille, crème. Occupe-toi-en du petit. Les femmes sont toutes de même, tabarnouche. Ça fait rien de la semaine. Puis le samedi, il faudrait qu'on s'occupe des enfants à leur place. Alors, l'époque où le rôle du père se résumait à ramener l'argent à la maison et à discipliner les enfants, telle que décrite par l'humoriste Yvon Deschamps, vraiment génial dans ce monologue de 1972, paraît aujourd'hui bien lointaine. En tout cas, les statistiques disponibles semblent indiquer qu'une petite révolution dans les rôles sociaux est en train de s'opérer au Québec, car les papas d'aujourd'hui sont nombreux à s'occuper de leurs poupons dès leur naissance. Ce n'est plus seulement l'affaire des femmes. D'ailleurs, une proportion croissante des pères prolongent leur congé parental pour prendre le relais de la mère qui retourne sur le marché du travail. Avons-nous franchi une nouvelle étape pour atteindre l'égalité des sexes? Chose certaine, le papa à la maison n'est plus l'exception. Dominique Brassard s'est intéressé à cette réalité. On change la couche. Alors, je vous invite à écouter la suite de ce reportage après cette présentation. On va finir avec une touche d'humour en parlant de l'expression « point air lousse ». Alors, dans un couple, cette expression très québécoise réfère à un calcul informel des moments de responsabilité et des moments de liberté. Alors, si on va voir ce que le dictionnaire du français dit, c'est avoir des airs lousses, c'est avoir des faveurs en banque. À l'origine d'une simple blague dans un numéro d'humoriste, air lousse est maintenant une expression courante de la langue québécoise. Accumuler des airs lousses, c'est donc faire des provisions de faveurs, habituellement de celle de son conjoint, mais plus rarement avec des collègues de bureau. C'est un humoriste québécois qu'on attribue la paternité de cette expression qui recouvre une réalité qui est utilisée dans le langage courant, une conception assez particulière des rapports hommes-femmes en situation familiale surtout. Je vous invite à écouter ce petit reportage où on met au monde cette expression. Excellent. On a-tu des couples dans la salle? Oui, on en a. Je vais vous parler parce que je lis beaucoup là-dessus et j'ai lu récemment que semble-t-il qu'un des défis du couple moderne, c'est de garder ton identité, de rester qui tu étais tout en te fondant à l'être aimé. Et je sais que ben des gars ont de la misère avec ça. Je veux dire, ils aiment leur femme, ils aiment leur blonde, mais ils aiment leur gang de gars et ils ont de la misère à conjuguer les deux en même temps. Mais les gars, c'est faisable. J'ai un truc. Écoutez bien ça, OK? All right. Les filles, écoutez pas, par exemple. Pourriez-vous sortir? Ce serait trop de chiant le faire sortir. Ça n'a pas de bon... OK, pour vous occuper pendant ce temps-là, les filles, j'ai peut-être de quoi juste pour vous. Pendant que je parle aux gars. OK, bon.
On regarde ça, les filles. Hein? Elle est belle. Ah, c'est beau. Le mariage, c'est le fun. OK, on regarde ça. Les gars. Les gars, ma gang de chums de gars pis moi, on s'est parti à un club qui s'appelle le Club des Air Lousses. Les Air Lousses, c'est comme les Air Miles. T'accumules des points. Quand t'es fin avec ta blonde, t'accumules des points que tu peux ensuite utiliser pour faire des affaires que tu as vraiment envie de faire, que normalement tu pourrais pas faire, elle voudrait pas que tu les fasses. Là, tu peux les faire. T'as tes Air Lousses. Mise en situation. Mettons, après une game de hockey, on prend notre douche, on se lave, tout ça. Un moment donné, il y en a un qui dit on va-tu prendre une bière? Tout le monde dit oui. Jacques dit oui, Marcel dit oui, Fernand dit oui. Dans le coin, t'as mon Stéphane qui dit non. Pourquoi? Pas parce que ça ne tente pas. Il n'y a pas ses Air Lousses. Fait qu'il faut que tu les ramasses. Comment? Sois fin avec ta blonde, sois fin avec. Mettons qu'une journée, tu es fin. Mettons que j'ai magasiné pendant 5 heures pour des rideaux. Bon. Je sais, c'est plate, mais 50 Air Lousses. T'héberges ta belle-mère à la maison pendant 4 jours. Oh! 150 Air Lousses. Puis quand tu n'as assez, tes dépenses, comme la bière après la game de hockey, ça te prend 70 Air Lousses. Partir à la pêche une fin de semaine, 150 Air Lousses. Partir au club mettre une semaine, ça te prend 20 000 Air Lousses. Autrement dit, il faut que tu héberges ta belle-mère pendant 532 jours. Mais ça vaut à peine en baptême. La preuve que ça existe, les Air Lousses, OK? La preuve, les gars, on l'a tous vécu, hein? Une gang de gars célibataires qui se tiennent ensemble. À un moment donné, il y en a un qui se fait une blonde. Pouf, on le perd de vue pendant 1 an. Pourquoi? Il se ramasse des Air Lousses. Puis il y a des façons payantes d'avoir des Air Lousses. Ah, il y a des... Moi, j'ai un de mes chums, c'était un génie. Lui, là, ce qu'il a fait, c'est allé voir la meilleure amie de sa blonde. Là, devant elle, il s'est mis à vanter sa blonde, à dire qu'elle est belle, puis qu'elle est fit, qu'elle est intelligente, puis qu'il l'aime. Après, l'ami, elle va voir la blonde, elle raconte tout ça. La blonde était contente, et là, ça rentrait les Air Lousses. Mais j'avoue que le système a une faiblesse. La compilation des points. Les Air Miles, c'est facile. Tu as un relevé à tous les mois, c'est marqué Air Miles. Fait que tu peux accumuler des mois, des années. Tu le sais, tu as la preuve, ils sont là. Les Air Lousses, tu n'as pas de relevé. Les Air Lousses, ça marche sa mémoire. Sa mémoire à elle peut oublier, elle, là. Puis les points que tu gagnes, elle s'en rappellera peut-être pas, mais ceux que tu perds, elle va s'en rappeler. Ben parce que tu peux en perdre des Air Lousses, même si tu n'en as pas. Ben oui, hey! Tu t'endors après l'amour, tu perds 200 Air Lousses. Tu t'endors pendant, t'en perds 400. Tu t'endors avant, t'as un sérieux problème. Il faut bien comprendre ici que la démonstration est faite sur le mode masculin, mais les femmes aussi ont des Air Lousses. Et c'est peut-être ça qui est plus révolutionnaire, c'est que les hommes ont toujours cherché à s'aménager des espaces de liberté, mais maintenant, avec ce concept-là, les femmes aussi ont des espaces de liberté et d'autonomie. Et le monologue pourrait être fait aussi du point de vue féminin en expliquant l'espace que les femmes se donnent en accomplissant des tâches ou en étant en relation plus étroite avec leur mari. Il faut comprendre que pour la plupart des parents des sociétés occidentales, cette façon de composer avec la réalité familiale fait sourire, étonne. On est loin ici de ce que les sociologues utilisent normalement pour faire des démonstrations. Vous aurez compris que c'était une petite pointe d'humour. On finit avec une mise en garde. Attention, en présentant ces indicateurs, en les associant pour tenter de démontrer une spécificité de la société québécoise, on ne cherche pas à dire qu'au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes est atteinte. Il reste encore bien des champs sociaux où les hommes sont avantagés et nettement salaire, reconnaissance, pouvoir politique, on est loin de l'égalité. Toutefois, c'est intéressant de constater que dans la marche des femmes pour son émancipation, le Québec peut faire office de leader mondial.